Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Je dis communautarisme, mais en réalité, le chef de l'État préfère parler, lui, des séparatismes islamistes. Il a choisi ces mots, ce qu'il ne faisait pas au début de son quinquennat. Est-ce que vous diriez ce matin, c'est au moins la fin d'une forme de naïveté dénoncée pendant longtemps par la droite ? Je crois que c'est un peu tôt pour le dire. Vous savez, le communautarisme, ou appelons ça séparatisme, à la limite, on n'est pas là pour se battre sur les mots, c'est quoi ? C'est l'instrumentalisation d'une religion, en l'occurrence la religion musulmane, par une minorité à des fins de domination psychique et politique sur une partie de nos concitoyens. Et domination c'est sans doute, psychique, dites-vous. Bien sûr. Et c'est sans doute, de mon point de vue, l'un des problèmes les plus difficiles et les plus dangereux auquel la République ait eu à faire face. Pourquoi dangereux ? Dangereux tout simplement parce que c'est un ferment évident de division et de violence dont subissent les conséquences immédiates des millions de Français, et en particulier des Français de confession musulmane, qui n'ont aucune envie de ça. Et cette instrumentalisation par une minorité est d'autant plus dangereuse que, face à cela, on a un pouvoir politique en général qui fait preuve à Paris d'une naïveté, mais aussi, j'ai envie de vous dire, d'une espèce de bonne conscience totalement déconnectée de ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi vous dites à Paris, il y a un côté hors sol par rapport à ce que vous faites en tant qu'élu local ? Oui, c'est une évidence. Et moi, j'ai la chance d'être maire de Meaux depuis des années. J'ai vu tout ça comme beaucoup de mes collègues maires. Je l'ai dénoncé. Nous avons été quelques-uns à faire. À l'époque, on était maire et député. On avait cette chance. Maintenant, là, cette pauvre Assemblée est complètement déconnectée de tout, puisqu'il n'y a plus de maire à l'Assemblée. Nous avions, à cette occasion, par exemple, porté une loi d'interdiction de la burqa. Et Dieu sait si à Paris, on s'est fait insulter, comme vous n'imaginez pas. Quelques années auparavant, sous Jacques Chirac, une loi d'interdiction des signes religieux à l'école. Ça a été à chaque fois des polémiques, et on a tenu. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a tenu, ceux qui étaient contre les principes de la laïcité ont reculé. Alors là, pour le coup, il semble avancer. Le président de la République, il annonce 4 chantiers donc, sur la question du financement étranger, l'organisation de l'islam de France, lutter contre le séparatisme islamiste, je le disais, remettre la République dans les quartiers. Est-ce que vous retenez quelque chose de positif dans ces annonces ? Il y a une annonce qui est assez concrète pour limiter l'influence étrangère. Elle propose par exemple la suppression de l'enseignement de langue et de culture d'origine des cours assurés par des gouvernements d'autres pays. Non, mais c'est bien sûr que c'est des bonnes idées qu'on évoque depuis des années, sur lesquelles on n'avance pas. Donc il est temps de prendre des décisions. Mais de manière générale, moi je vous avoue que j'ai un doute. Je suis assez sceptique sur la crédibilité de tout cela et sur la vraie volonté ou non de M. Macron d'avancer sur ces sujets. Pourquoi vous avez un doute ? Je vais vous dire, autant je suis plutôt assez supportif d'un certain nombre de mesures économiques qu'il peut prendre, parce que je pense que ça, il connaît assez bien ces sujets. Autant ce qui me frappe, c'est le décalage, même dans l'usage des mots et des comportements de la part du président de la République sur ces sujets. Pour une raison d'ailleurs que chacun peut comprendre en nous écoutant. Emmanuel Macron, il a fait beaucoup de diplômes. Il a été à l'ENA, il a été à Normal Sup, il a été plus jeune président de la République, formidable. Mais il y a une école qu'il n'a pas faite, c'est l'école de maire de Meaux, pour dire ça sous la forme d'une boutade. En d'autres termes, quand on ne le voit pas soi-même, on ne veut pas y croire. Or, cette réalité, qui en réalité concerne une minorité, mais qui touche une majorité, est extrêmement difficile. Ce que vous laissez entendre, c'est qu'il n'y croit mesures. pas. C'est qu'il n'y croit pas. Il a égrené des mesures. Écoutez. Par exemple, il était assez remonté contre la Turquie. Vous dites qu'il n'est pas maire de Meaux, mais il a visiblement un sujet. Il dit on ne peut pas avoir les lois de la Turquie sur le sol de France. Caroline Roux, je vais vous dire. Ou bien on prend les sujets dans leur globalité, ou alors on n'y arrive pas. Il a égrené 3 ou 4 mesures. Oui. Bon, je note d'ailleurs, ça n'est repris par aucun journal, même dans le journal de 7h30 ce matin, je le voyais en commençant l'émission, c'est même pas annoncé. Pourquoi ? Parce que ça n'imprime pas. Pourquoi plus cette mesure qu'une autre ? Vous savez, je vais vous dire, ces sujets, on les connaît, il faut juste maintenant décider. Alors les décisions, c'est quoi ? Je vais vous dire, il y a 3 choses. Premièrement, il faut une vraie politique de rénovation urbaine. Il faut déghettoiser. On l'a fait par le passé, partout. Ça n'a pas changé grand-chose ? Non, excusez-moi. À chaque fois qu'on l'a fait, les choses ont changé. Moi, je peux en témoigner à Meaux, mais on le voit à Mantes-la-Jolie, on le voit à Montereau, partout, où on a cassé les tours, où on a mis des immeubles de 4 étages, où on a mis de la sécurité avec des caméras, on a des résultats remarquables. Là où on ne l'a pas fait, forcément, donc, plan de rénovation urbaine, ensuite. Deuxième point,
il faut évidemment faire des lois, plutôt que des annonces, des lois. À chaque fois qu'on fait une loi, c'est respecté. Quand on fait des circulaires ou des bouts d'annonces, il ne se passe rien. Or, les lois, on sait de quoi il s'agit. Il faut un code, bonne fois pour toutes, un code législatif pour la laïcité et les cultes. Aujourd'hui, le culte musulman n'est pas organisé puisqu'il est postérieur à la loi de 1905. Ça fait des années qu'on le dit. Rien n'est fait. Il faut... Ce serait quoi la loi, par exemple? Ce serait une loi pour fixer un cadre sur le financement de l'islam de France? Ça concerne le financement, la formation des lieux de culte, ça concerne la formation des imams, ça concerne la question de comment on sanctionne des propos à caractère islamiste appelant à la violence. Il n'y a pas aujourd'hui de sanctions autres que le délit de presse. Ça concerne l'organisation dans les entreprises, parce qu'il faut de la neutralité. Aujourd'hui, rien n'est fait. C'est au petit bonheur en fonction de la situation de tel ou tel. Donc on laisse les Français de toute confession livrés à eux-mêmes face à cette situation. Et puis le troisième point, c'est évidemment que les maires soient en première ligne. C'est eux qui sont informés. Nous voyons bien, nous dialoguons avec les autorités religieuses de nos villes. Nous voyons les endroits où c'est tenu et les endroits où ça n'est pas tenu. Bien essayé, vous dites ce matin, mais en réalité, vous attendez des mesures concrètes dans un délai très court. Le président fait ça avant des élections municipales. Il est critiqué par certains, considérant que c'est une forme d'électoralisme. Je vais vous dire, moi je ne comprends rien à ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il annonce 3 mesures hier, il va en annoncer 5 la semaine prochaine, 10 dans un mois. Il faut, de manière très claire, un agenda, des lois, des décisions, et tout ça n'a pas besoin de temps. Et vous dites qu'il y a urgence? Mais enfin, comment il y a urgence? C'est plus qu'une urgence. Quand on voit la montée de toutes les formes de tension, de violence, l'antisémitisme, la xénophobie dans tous les sens du terme, et donc du coup l'islamophobie, on voit bien que ce pays aujourd'hui est dans un univers de tension extrême. Vous parlez sur ce sujet. d'islamophobie, le président, et c'est nécessaire de le rappeler ce matin, a dit ce n'est pas un plan contre l'islam, a insisté le président de la République. Un mot quand même, je me souviens que vous avez été ministre du budget. Entre 2018 et 2030, notre système de retraite pourrait enregistrer un déficit de 113 milliards d'euros. Voilà le document qu'ont reçu les partenaires sociaux lors de la réunion sur la conférence de financement. Ça va être difficile d'éviter une mesure d'âge? Mais bien sûr. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le gouvernement a été aussi flou depuis tant de mois, alors que c'est un sujet, en réalité, que tout le monde connaît. Ça fait des mois qu'on demande un vrai chiffre. Il sort aujourd'hui, il aurait dû sortir dès le début. Deuxièmement, il fallait évidemment simplifier cette réforme. Il y a trop de choses dedans. Donc du coup, on a créé un désordre considérable dans le pays, avec une grève à la SNCF et à la RATP qui a tout bloqué. Il fallait aller faire des choses simples sur des sujets complexes. Il faut des réponses simples. Une mesure d'âge, évidemment, comme tout le reste de l'Europe. Une mesure sur les retraites les plus basses. Le minimum retraite, c'était indispensable. Et puis, évidemment, s'occuper des régimes spéciaux. Qui peut comprendre l'affaire du régime à point aujourd'hui? C'est la panique générale. Il fallait une réforme simple et on a mis toutes les complexités sur la table. C'est bien dommage. C'est possible de passer par un 49.3 pour faire passer définitivement cette réforme? Ce serait une erreur politique? Non, mais je crois que de toute façon, ils n'en ont pas besoin. Ils ont la majorité, donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de voir que cette obstruction n'a plus aucun sens, qu'elle est d'un autre temps et qu'il faudra bien réformer la procédure législative et gouverner par ordonnance. Je vous l'ai souvent dit, il faudra bien qu'un jour on fasse ça. Merci beaucoup Jean-François Copé, ça fait bien.